Arrêtez tout, écoutez attentivement. Ce que je vais vous révéler n'est pas un conseil, c'est une arme. Une fois que vous l'aurez comprise, il n'y aura pas de retour en arrière. Le monde naïf dans lequel vous vivez se brisera en 1000 morceaux. Vous reconnaissez cette douleur, n'est-ce pas? Cette brûlure froide dans votre estomac. Vous êtes dans cette salle de réunion. La lumière est crue, l'air est vicié. Vous venez de présenter la solution, le fruit de semaines de travail acharné. Votre idée, parfaite, logique, brûlante de vérité, puis le silence. Et sa voix à lui, ce collègue charismatique qui la s'approprie, mot pour mot, en l'enrobant de quelques platitudes pour la faire sienne. Le regard de votre supérieur se tourne vers lui, brillant d'une admiration qui vous était destinée. Et vous, vous disparaissez. Vous êtes cloué à votre chaise, le sang martelant vos tempes. Une rage impuissante monte dans votre gorge. Vous voudriez hurler la vérité, exposer le vol en plein jour. Mais vous, restez silencieux. Un bon soldat. Vous encaissez le coup, le visage neutre, tandis que votre âme est lacérée. Vous pensez que votre silence est une preuve de professionnalisme. En réalité, c'est votre acte de soumission. C'est la preuve qu'ils peuvent vous piétiner sans conséquence. Cette humiliation n'est que le premier symptôme d'une maladie bien plus profonde. Imaginez cette autre scène, la fin de journée. Ils partent prendre un verre, ce cercle fermé de décideurs et de favoris. Vous n'êtes pas invité. Ce n'est jamais une erreur, ne vous y trompez pas. C'est un acte délibéré. C'est dans ces conciliabules informels, loin des regards, que les véritables décisions se prennent, que les carrières se font et se défont sur le coin d'une table. Pendant que vous finalisez un rapport, il redessine la carte du pouvoir, et votre place n'y figure pas. Vous êtes l'outil, jamais l'architecte. Vous croyez que votre travail acharné parlera pour vous. Quelle innocence, quelle tragique erreur, stratégique. Le travail acharné, isolé, vous rend simplement exploitable. Les heures supplémentaires, les week-ends sacrifiés, cette analyse de données que vous seul pouviez produire, vous la déposez sur l'autel de l'entreprise, espérant une reconnaissance qui ne vient jamais. Au lieu de cela, votre manager la présente comme le fruit de sa vision stratégique. Votre compétence devient sa munition. Votre sueur devient son triomphe. Ils ne sont pas plus intelligents. Ils ne sont pas plus compétents. Ils maîtrisent simplement un jeu dont vous ignorez les règles. Vous jouez aux dames pendant qu'ils jouent aux échecs sur un plateau invisible. Vous voyez des tâches et des projets. Ils voient des leviers d'influence, des réseaux de dettes et des flux d'informations à contrôler. Vous vous battez sur le champ de bataille désigné pendant qu'ils mènent la guerre dans les coulisses. Le travail acharné vous rend utile. Le contrôle de l'information vous rend indispensable. C'est la vérité qu'ils vous cachent. Aujourd'hui, je ne vous apprends pas à travailler plus dur. Je vous enseigne à voir la carte du véritable pouvoir. Et la première loi est la plus brutale de toutes, celle qui, une fois comprise, change à jamais votre perception du monde professionnel. La vérité, c'est qu'un homme a déjà écrit les règles de ce jeu il y a 5 siècles. Son nom était Machiavel, et les puissants de ce monde ont passé les 500 années suivantes à prétendre qu'il était le diable, tout en appliquant ses principes chaque jour dans l'ombre. Ils vous ont appris à le mépriser pour que vous ne lisiez jamais son œuvre, pour que vous ne compreniez jamais la mécanique du pouvoir. Machiavel n'a jamais dit d'être le plus fort, mais d'être le plus rusé. Il a compris que le pouvoir ne découle pas de la force brute que l'on déploie, mais de la connaissance intime des faiblesses et des leviers de ses adversaires. Dans votre bureau, l'organigramme officiel est une fiction, une illusion pour les naïfs. La véritable carte du pouvoir est le réseau invisible des dettes, des secrets et des allégeances. Les princes de la Renaissance ne conquéraient pas seulement par l'épée, c'était trop bruyant, trop coûteux. Ils utilisaient des réseaux d'espions, ils contrôlaient les flux d'informations, ils manipulaient les alliances pour que leurs ennemis s'épuisent mutuellement. Souvent, la guerre était gagnée avant même que le premier soldat ne marche sur le champ de bataille. Vous continuez de vous battre avec l'épée de votre travail acharné sur un terrain choisi par votre adversaire. Vous devez cesser d'être le soldat, devenez le maître espion. Aujourd'hui, votre transformation commence. C'est un changement radical, irréversible. Pensez-y. En ce moment même, vous êtes un miroir. Vous réfléchissez la lumière qu'on vous envoie. On vous donne une tâche. Vous la réfléchissez sous forme de résultat. On vous critique. Vous réfléchissez la blessure sous forme de doute. Vous êtes une surface passive sur laquelle les autres projettent leurs ambitions et leurs stratégies. Vous êtes prévisible. Et donc, vous êtes contrôlable. Mais ce que je vous propose est bien plus sombre.
bien plus puissant. Je vais vous apprendre à cesser d'être un miroir pour devenir un trou noir. Imaginez la puissance de cela. Un trou noir ne réfléchit rien. Il absorbe tout, la lumière, l'information, les secrets, les intentions. Son champ gravitationnel est si intense que rien ne lui échappe. Il ne se contente pas d'observer le jeu, il déforme le tissu même de l'espace-temps autour de lui. Les autres ne le voient pas venir. Ils sentent simplement une force inéluctable qui les attire vers son centre. Ils commencent à orbiter autour de lui, sans même comprendre pourquoi. C'est ce que vous allez devenir. Celui qui n'émet plus mais qui absorbe. Celui qui ne réagit plus mais qui force la réaction. Le centre de gravité silencieux et invisible de votre environnement. Comprenez-vous la différence? Le miroir est vu de tous mais ne possède aucun pouvoir propre. Le trou noir est invisible, mais il contrôle tout le système. Alors écoutez bien, voici le contrat que je vous propose. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Une fois que vous voyez les fils, vous ne pouvez plus prétendre être une marionnette. Je vais vous livrer les 10 lois immuables du pouvoir informationnel. Pas des théories, pas des conseils, des lois, des armes forgées dans le feu de la stratégie humaine. Depuis des millénaires. En échange, vous vous engagez à les appliquer, sans état d'âme, sans chercher l'approbation. Vous abandonnerez l'illusion confortable du mérite pour embrasser la réalité glaciale de l'influence. Ces lois vous apprendront à cartographier le véritable réseau de pouvoir, à devenir le banquier des dettes sociales, à contrôler une artère d'information vitale jusqu'à détenir un monopole, à utiliser le silence comme une arme de pression psychologique, à vous positionner comme le pont indispensable entre des groupes qui s'ignorent. Vous apprendrez à faire en sorte que votre compétence soit perçue, car la perception est la seule réalité qui compte. Mais je dois vous avertir, le chemin est solitaire. Vous cesserez de chercher des amis pour identifier des alliés. Vous cesserez de voir des collègues pour analyser des acteurs sur un échiquier. Chaque conversation deviendra une collecte de renseignements. Chaque email, une manœuvre stratégique. Le monde ne vous paraîtra plus jamais le même. Il perdra sa chaleur, mais vous y gagnerez en clarté. Une clarté chirurgicale. Et restez particulièrement attentif, car si les premières lois vous donneront un avantage immédiat, la 7e est celle qui sépare véritablement les amateurs des maîtres de la stratégie. Ce n'est pas la plus morale. C'est la plus efficace pour neutraliser un rival sans jamais l'affronter directement. Une mise à mort si silencieuse que personne ne l'entendra jamais crier. C'est l'art de rendre un ennemi obsolète, inutile, une ombre dans un jeu que vous contrôlez désormais totalement. Êtes-vous prêt à payer ce prix? Êtes-vous prêt à abandonner votre innocence pour la souveraineté? Bien. Alors commençons. La première loi est la fondation de tout votre pouvoir futur. C'est la plus fondamentale, car sans elle, toutes les autres sont inutiles. Elle exige de vous une chose, que vous cessiez de regarder ce qu'on vous montre pour commencer à voir ce qui est caché. 1. La cartographie du Tinsiondidjamas. Pouvoir réel. Oubliez l'organigramme. C'est une fiction pour les naïfs, une carte obsolète dessinée pour rassurer les employés et dissimuler les véritables lignes de front. Le pouvoir ne suit jamais les lignes droites de la hiérarchie. Jamais. Il s'écoule à travers des canaux invisibles, des alliances secrètes, des dettes anciennes et des peurs inavouées. Votre premier devoir n'est pas de travailler, c'est de devenir un cartographe de cet autre monde, le monde réel. Vous devez dessiner la carte du pouvoir non pas telle qu'elle devrait être, mais telle qu'elle est, brutalement. La psychologie derrière cette loi est simple. Les êtres humains sont des créatures tribales. Ils forment des pactes basés sur l'intérêt, la loyauté ou la haine, bien avant de considérer leur titre officiel. Le manager qui semble tout contrôler n'est peut-être qu'un vassal, redevable à une adjointe administrative qui détient tous les secrets du département depuis 15 ans. C'est elle, la régente. L'ignorer, c'est attaquer un roi de paille en ignorant la main qui le manipule. Imaginez la scène. Ce soir, vous ne travaillez pas sur vos dossiers. Vous prenez une feuille blanche. Au centre, vous dessinez un cercle, le décideur final, le vrai roi. Pas nécessairement le plus haut gradé, mais celui dont la voix tranche. Puis vous tracez les orbites. Qui déjeune avec qui? Qui défend qui lors des réunions tendues? Qui couvre les erreurs de qui? Notez les flux de confiance et d'information. Cet analyste, Junior est le neveu d'un vice-président. Cette chef de projet a une dette envers le responsable informatique qui a sauvé son projet majeur l'an dernier. Votre collègue charismatique et paresseux, il joue au golf tous les samedis avec le directeur commercial. Ce ne sont pas des détails.
Ce sont les artères et les veines du pouvoir. Cette carte n'est pas un simple document, c'est le plan du champ de bataille. C'est votre nouvelle Bible. Vous la mémoriserez jusqu'à ce que vous puissiez voir ces lignes invisibles les yeux fermés. 2. Devenir le banquier des dettes sociales. La réciprocité n'est pas un sentiment chaleureux. C'est la loi la plus fondamentale et la plus impitoyable de la physique sociale. Chaque faveur rendue est un hameçon. Chaque service est un investissement. Chaque aide que vous apportez est une dette que vous placez dans un coffre-fort mental. Les amateurs rendent service pour être aimés. Les maîtres rendent service pour acquérir des leviers. Vous devez devenir le banquier central de votre environnement, celui qui émet la monnaie de la faveur et qui sait précisément quand et comment réclamer son dû. Ne vous y trompez pas. Il ne s'agit pas de tenir un livre de compte et de réclamer bruyamment votre paiement. C'est une manœuvre de prédateur, silencieuse, patiente. Vous offrez votre aide de manière stratégique, là où elle a le plus de valeur pour l'autre et le moins de coût pour vous. Vous devenez une ressource, un allié fiable, mais vous n'oubliez jamais la transaction. La dette n'expire jamais. Elle sommeille, attendant le moment parfait pour être activée. Vous n'achetez pas des amis. Vous construisez un portefeuille d'obligations. Visualisez ceci. Marc, du département finance, est submergé. Il doit rendre un rapport crucial pour le lendemain et une erreur dans les données bloque tout. Les autres l'évitent. Personne ne veut de son problème. Vous avez vu la situation de loin. Vous avez les compétences pour l'aider. Vous restez 1 heure de plus. Vous ne demandez rien, vous dites simplement « on est une équipe, c'est normal ». Marc est immensément reconnaissant. La dette est créée. 6 mois plus tard, vous avez besoin qu'une demande de budget soit traitée en urgence, contournant le processus habituel. Vous n'exigez rien. Vous allez voir Marc et lui expliquer votre situation. Vous n'avez même pas besoin de mentionner votre aide passée. Il s'en souvient. Le poids de la dette non réglée est une pression psychologique suffisante. Votre dossier passe au-dessus de la pile. Vous n'avez pas demandé. Vous avez collecté. Commencez petit. Aidez. Écoutez. Rendez service. Et n'oubliez jamais. Mais accumuler des dettes est inutile si vous n'avez pas de monnaie de valeur à offrir. La 3e loi vous apprendra à frapper cette monnaie, à créer une valeur si unique que les autres n'auront d'autre choix que de dépendre de vous. 3. Contrôler une artère d'information vitale. Le travail acharné vous rend utile. L'expertise générale vous rend remplaçable. Le contrôle d'une information de niche, vitale et complexe vous rend indispensable. C'est la loi du monopole. Dans un désert, le pouvoir n'appartient pas au plus fort, mais à celui qui contrôle le seul puits. Votre bureau est ce désert. Vous devez trouver votre puits. Vous devez en devenir le gardien exclusif. La psychologie ici est celle de la rareté. Plus une ressource est rare et essentielle, plus celui qui la contrôle a du pouvoir. Arrêtez de vouloir être bon en tout. C'est le chemin de la médiocrité et de l'anonymat. Identifiez un angle mort dans votre organisation, un système que personne ne comprend, un processus obscur mais critique, un client difficile que tout le monde évite, une nouvelle technologie que tous redoutent. Voilà votre territoire à conquérir. Plongez-y, maîtrisez-le jusqu'à en devenir le seul et unique oracle. Imaginez que votre entreprise déploie un nouveau logiciel de gestion de projet. Il est puissant, mais contre-intuitif. Tout le monde se plaint. Il le déteste. C'est une opportunité en or. Pendant que les autres perdent leur temps à pester, vous passez vos soirées à lire la documentation, à regarder des tutoriels, à tester chaque fonctionnalité. En 3 semaines, vous êtes la seule personne qui le maîtrise vraiment. Un jour, lors d'une réunion de direction, un projet majeur est bloqué à cause de ce logiciel. La panique monte. Votre manager est incapable de répondre. Les experts externes coûtent une fortune. C'est votre moment. Vous restez silencieux. Vous laissez la tension atteindre son paroxysme. Puis, calmement, vous prenez la parole. Je pense pouvoir résoudre ça. Il faut créer une règle d'automatisation dans le module X et lier l'API au système Y. Silence. Tous les regards se tournent vers vous. Vous n'êtes plus un simple employé. Vous êtes la solution. Vous êtes devenu une infrastructure critique. Vous sabotez, c'est saboter l'opération entière. 4. Le silence comme instrument de pression. Dans le jeu du pouvoir, celui qui parle le premier perd. La parole est une dépense d'énergie et d'information. Le silence est une accumulation de pouvoir. La nature humaine a horreur du vide, et une conversation n'est pas différente. Un silence prolongé est un vide psychologique que votre interlocuteur se sentira obligé de combler. En le comblant,
Il vous livrera des informations, des doutes, des faiblesses. Il se justifiera. Il révélera ses cartes. Votre silence devient un miroir dans lequel il projette ses propres insécurités. Le bavard cherche à convaincre. Le stratège cherche à comprendre. En vous taisant, vous forcez l'autre à se dévoiler. C'est une forme d'interrogatoire non violent, mais d'une efficacité redoutable. Le silence communique le contrôle, la confiance et l'autorité. Il dit « Je ne suis pas pressé, je ne suis pas impressionné, j'ai tout le temps, la pression est sur toi ». C'est une arme qui ne coûte rien et qui est toujours à votre disposition. Scène typique, un collègue vous confronte agressivement en réunion, vous accusant d'une erreur sur un projet. Votre instinct primaire hurle « Défendez-vous, contre-attaquez, justifiez-vous ». C'est ce qu'il attend. C'est un combat de chien. Ne le lui donnez pas. Au lieu de cela, regardez-le droit dans les yeux. Ne montrez aucune émotion. Laissez sa dernière accusation flotter dans l'air pendant 3, 4, 5 secondes insoutenables. Le silence dans la pièce devient assourdissant. Puis, d'une voix calme et posée, posez une simple question. Peux-tu me montrer précisément où se trouve l'erreur? Puis, taisez-vous à nouveau. Vous n'avez pas nié, vous n'avez pas accusé. Vous avez retourné toute la pression sur lui. Il doit maintenant prouver son affirmation sous le regard de tous. Le plus souvent, l'accusation basée sur l'émotion plus que sur les faits s'effondrera sur elle-même. Il va bafouiller, chercher ses mots. Vous avez gagné sans livrer bataille. Entraînez-vous. Votre silence est un bouclier et une épée. 5. Devenir le pont entre les îles. Toute organisation est un archipel. Le marketing est une île. Les ventes en sont une autre. La technique, la finance, les ressources humaines, des îles séparées par des océans de jargon, de préjugés et d'objectifs divergents. Ils communiquent mal, voire pas du tout. Ils se méfient les uns des autres. Dans cet archipel, le pouvoir n'appartient pas aux habitants des plus grandes îles, mais à celui qui contrôle les ponts. Vous devez devenir ce pont. La psychologie de cette loi est celle du courtage en réseau. La personne qui relie deux groupes autrement déconnectés détient un pouvoir immense. Elle contrôle le flux d'informations. Elle peut traduire les besoins des uns dans le langage des autres. Elle devient le point de passage obligé pour toute initiative interdépartementale. Être un pont, ce n'est pas être un messager, c'est être un traducteur, un diplomate, un arbitre. C'est une position de pouvoir neutre, et c'est pour cela qu'elle est si puissante. Visualisez ce scénario. Le département marketing lance une nouvelle campagne ambitieuse, mais ils n'ont pas consulté l'équipe technique, qui n'a pas préparé les serveurs pour l'afflux de trafic. Le jour du lancement, le site web s'effondre. C'est la crise. Le marketing blâme la technique pour son incompétence. La technique blâme le marketing pour son impréparation. C'est une guerre de tranchées. Vous qui avez cartographié le réseau, loi 1, et accumulé des dettes sociales dans les DCSO, 2 camps, loi 2, vous voyez l'impasse. Vous n'allez voir aucun manager. Vous organisez une rencontre informelle entre un développeur clé que vous respectez et un chef de projet marketing que vous avez déjà aidé. Vous ne donnez pas de solution. Vous traduisez. Ce que Sarah essaye de dire, c'est qu'elle a besoin de connaître le pic de trafic estimé au moins une semaine à l'avance. Ce que David veut dire, c'est que si on utilise cette technologie plus légère, on peut encaisser le choc. Vous créez un canal. Vous résolvez le problème que les hiérarchies n'ont pas pu résoudre. Instantanément, aux yeux des deux départements, vous n'êtes plus juste un analyste. Vous êtes celui qui fait fonctionner les choses. Vous êtes le connecteur indispensable. Vous ne faites plus partie d'une île. Vous êtes le réseau. Ces 5 premières lois ont bâti votre forteresse et votre arsenal. Vous êtes maintenant défendu. Vous êtes maintenant essentiel. Mais la défense n'est pas la domination. Vous avez appris à construire votre pouvoir. Vous n'avez pas encore appris à démanteler celui des autres. Si vous avez trouvé ces armes puissantes, sachez qu'elles ne sont que les fondations. Les lois qui suivent ne sont pas des boucliers, ce sont des poignards. Elles vous apprendront non pas à survivre au jeu, mais à le terminer, à retirer silencieusement les pièces de vos adversaires de l'échiquier une par une. La 7e loi, en particulier, est celle que les vrais maîtres utilisent pour neutraliser un rival sans jamais laisser une seule empreinte. Restez concentrés. Le véritable art de la guerre commence maintenant. Voici la 6e loi, la loi de la lumière et de l'ombre. Elle se nomme l'arme de la compétence perçue. Vous avez été élevé avec un mensonge toxique, que le travail acharné parle de lui-même. C'est faux. Le travail acharné est silencieux, invisible.
enterrés sous des montagnes de rapports et d'emails. Ils ne parlent pas, ils murmurent, et personne n'écoute les murmures dans le vacarme, assourdissant de l'ambition. Le pouvoir ne récompense pas l'effort, il récompense la perception de l'effort. Comprenez ceci, votre valeur n'est pas ce que vous faites, c'est ce que les décideurs croient que vous faites. Imaginez 2 projets. Le premier est complexe, long, essentiel au fonctionnement interne, mais totalement invisible pour la direction. Il vous prendra 6 mois de nuit blanche. Le second est rapide, superficiel, mais résout un problème qui irrite personnellement votre directeur. Il vous prendra 2 semaines. Lequel choisissez-vous? Le pion choisit le premier par sens du devoir. Il croit en la méritocratie. Le maître choisit le second. Il ne croit qu'au pouvoir. Pendant que le pion s'épuise dans l'ombre, le maître prend le projet à haute visibilité, le termine avec brio et s'assure que le directeur voit le résultat. Le maître n'a pas travaillé plus dur. Il a travaillé plus intelligemment. Il n'a pas cherché à être utile. Il a cherché à être vu. Cessez de choisir les batailles les plus difficiles. Choisissez les batailles les plus visibles. Votre travail n'existe pas tant qu'il n'est pas éclairé par le regard de ceux qui détiennent le pouvoir. Vous n'êtes pas un ouvrier. Vous êtes un metteur en scène. Et votre compétence est le spectacle. Cette loi est simple, mais elle est la porte d'entrée vers des stratégies plus sombres. Car une fois que vous contrôlez ce que les gens voient, vous commencez à contrôler ce qu'ils pensent. Et ce que je vais vous révéler maintenant est l'arme la plus cruelle de cet arsenal. Elle n'attaque pas l'homme, elle attaque sa raison d'être. Nous arrivons à la 7e loi, la plus controversée, la plus difficile à maîtriser, car elle exige une patience de prédateur et un cœur de glace. C'est la neutralisation par l'insignifiance. L'amateur, lorsqu'il fait face à un rival, cherche la confrontation. Il veut débattre, prouver qu'il a raison, exposer les failles de l'autre. C'est une erreur monumentale. Une attaque directe crée un martyr. Elle donne à votre ennemi une cause, une histoire à raconter, de la sympathie à récolter. Une guerre ouverte consomme votre énergie, expose vos flancs et vous rabaisse au niveau d'une vulgaire querelle. Vous ne voulez pas combattre votre ennemi. Vous voulez qu'il cesse d'exister sur l'échiquier. Pensez à ce collègue manipulateur. Le requin. Comment opère-t-il? Il se nourrit de crises. Il est le pompier pyromane, celui qui brille dans l'urgence parce qu'il a souvent contribué à l'allumer. Son pouvoir vient de sa capacité à résoudre des problèmes visibles et bruyants. L'attaquer de front, c'est jouer son jeu. Alors, vous allez faire le contraire. Vous n'allez pas éteindre ses feux. Vous allez retirer tout l'oxygène de la pièce. Grâce à votre réseau d'information, loi 1, vous anticipez les problèmes avant qu'ils n'explosent. Grâce à votre banque de dette sociale, loi 2, vous mobilisez des ressources pour les désamorcer en silence. Le contrat. Client qui allait poser problème? Vous avez identifié la clause ambiguë une semaine avant et l'avez clarifiée avec le service juridique. Le bug logiciel qui aurait paralysé le lancement? Votre contact dans l'équipe technique vous en a parlé et une solution a été déployée discrètement. Votre rival arrive, prêt à jouer les héros, mais il n'y a plus de crise, il n'y a plus de dragon à terrasser, il n'y a plus de scène sur laquelle parader. Vous ne l'avez jamais mentionné, vous ne l'avez jamais critiqué. Vous avez simplement rendu son rôle obsolète. Il se retrouve privé de sa fonction, de sa valeur perçue. Il devient un fantôme dans la machine, présent mais inutile. Les autres commencent à se demander ce qu'il fait réellement. Son influence s'érode, non pas par une défaite spectaculaire, mais par une lente et inexorable agonie de l'inutilité. Vous ne lui ôtez pas son épée. Vous asséchez le fleuve dans lequel il navigue. C'est une mise à mort silencieuse, chirurgicale et sans témoin. Il n'y a pas de sang. Il n'y a que le vide. La maîtrise de cette loi vous place à un niveau différent. Vous n'êtes plus un simple joueur. Vous êtes l'architecte du jeu lui-même. Ce qui nous mène naturellement à la 8e loi, qui n'est pas une action, mais une conséquence. C'est l'aboutissement de tout votre travail, le positionnement central. Jusqu'à présent, vous avez agi. Vous avez cartographié, collecté, connecté, monopolisé. Maintenant, vous cessez d'agir. Vous devenez un centre de gravité. Le pouvoir ne se prend plus. Il afflue vers vous. Vous n'avez plus besoin de chercher l'information. Elle vous trouve. Les gens viennent vous voir avant les réunions officielles, non pas pour avoir votre permission, mais pour prendre la température, pour comprendre la véritable dynamique d'une situation. Qu'en penses-tu? Devient la question la plus importante, non pas à cause de votre titre, mais parce que tout le monde sait que vous êtes le nœud par lequel passent tous les fils importants. Vous êtes devenu le banquier des dettes sociales, le monopolisateur d'une information clé, le connecteur entre les silos.
Votre opinion n'est pas juste une opinion, c'est une synthèse de la réalité politique et opérationnelle de l'entreprise. Votre manager vient vous consulter, non pas comme un subordonné, mais comme un conseiller. Vos rivaux, ceux qui restent, hésitent à bouger sans savoir où vous vous situez. Vous ne contrôlez plus seulement l'information, vous contrôlez le contexte. Vous êtes le point de référence. Vous êtes le pôle magnétique autour duquel les stratégies s'alignent. Le pouvoir n'est plus quelque chose que vous exercez, c'est quelque chose que vous êtes. Vous pensez que c'est le sommet. C'est une erreur de débutant. Le véritable pouvoir n'est pas de devenir le centre, c'est de pouvoir s'en retirer tout en gardant le contrôle. Les prochaines lois exigent une maîtrise absolue. Elles sont dangereuses, car elles vous demandent non pas de réagir au jeu, mais de créer la réalité elle-même. La 9e loi est l'une des plus périlleuses. Manipulez-la avec une précision extrême ou elle se retournera contre vous. C'est l'orchestration du chaos contrôlé. La nature humaine a horreur du vide et de l'incertitude. Dans le chaos, les gens ne cherchent pas le meilleur leader. Ils cherchent le premier qui leur offrira la certitude, un chemin, une solution. Le maître stratège ne se contente pas d'attendre les crises pour démontrer sa valeur. Parfois, il les catalyse. Attention, il ne s'agit pas de sabotage. Le sabotage est grossier, destructeur et vous expose. Il s'agit de permettre à une situation instable de le devenir un peu plus, de retirer discrètement un soutien mineur pour révéler une faille structurelle que vous seul aviez anticipée. Imaginez qu'un processus interne est inefficace et que tout le monde l'ignore. Vous avez déjà conçu une solution supérieure, mais personne n'écoute, car ça a toujours fonctionné comme ça. Vous n'imposez pas votre solution, ce serait de la tyrannie. Vous attendez le bon moment. Vous identifiez le maillon le plus faible de l'ancien processus, peut-être une dépendance à un logiciel vieillissant. Vous ne le faites pas planter, mais vous pourriez par exemple présenter un rapport sur les risques de sécurité de ce logiciel, créant juste assez d'inquiétude pour qu'on vous demande d'explorer des alternatives. Ou bien, sachant qu'un pic d'activité arrive, vous ne prévenez pas de la surcharge imminente du système. Vous laissez la tension monter. Vous laissez le système craquer sous une pression prévisible. La petite crise éclate, la panique s'installe, et qui émerge du chaos, non pas avec des excuses, mais avec un plan d'action complet, testé et prêt à être déployé. Vous n'êtes plus celui qui avait une idée. Vous êtes le sauveur. Vous n'avez pas créé le problème. Vous avez simplement laissé la réalité l'exposer. Vous avez contrôlé le chaos pour imposer votre ordre. C'est jouer avec le feu. Mais le pouvoir est né du feu. Nous arrivons enfin au stade ultime, la 10e et dernière loi. C'est l'objectif final de tout stratège. Ce n'est pas une technique, c'est une transcendance. C'est le trône du silence. Le pouvoir suprême n'est pas celui qui s'exerce bruyamment. Ce n'est pas celui du manager qui crie des ordres ou du manipulateur qui tisse ses toiles. C'est le pouvoir si absolu qu'il n'a plus besoin de se manifester. Il est simplement. À ce stade, votre réseau, votre réputation et votre influence sont si profondément ancrés dans la structure qu'ils fonctionnent pour vous, même en votre absence. Votre pouvoir devient une force de la nature au sein de l'organisation. Votre présence n'est plus requise à chaque réunion. En réalité, votre absence devient plus puissante que la présence des autres, car dans cette absence, les gens ne se demandent pas « que faire ». Ils se demandent « qu'aurait-il fait ». Vos principes, vos méthodes, votre façon de penser ont tellement infusé la culture de votre sphère d'influence que les autres agissent en anticipant votre jugement. Vous avez créé un cadre de pouvoir qui s'autorégule. On ne propose plus de projets qui iraient à l'encontre de votre vision stratégique, non pas par peur de votre réaction, mais parce que cela semble intrinsèquement incorrect. Vous avez atteint la souveraineté. Le souverain ne gouverne pas par des actions quotidiennes. Il gouverne par l'établissement de lois, de principes qui structurent la réalité. Votre influence est devenue la loi. Rappelez-vous d'où vous venez. Le pion frustré, travaillant dans l'ombre, victime de l'injustice d'un jeu dont il ne connaissait pas les règles. Regardez ce que vous êtes devenu. L'architecte invisible, l'éminence grise, le centre de gravité silencieux dont les décisions des autres ne sont que l'écho. Ils peuvent ignorer celui qui travaille dur, ils peuvent combattre celui qui crie fort, mais ils sont totalement impuissants face à celui dont ils suivent les règles sans même savoir qu'il les a écrites. Vous ne jouez plus leur jeu, vous êtes devenu l'échiquier. Vous ne jouez plus leur jeu, vous êtes devenu l'échiquier. Chaque case est un territoire que vous comprenez,
chaque pièce un levier que vous maîtrisez. Leurs mouvements, autrefois imprévisibles et anxiogènes, sont désormais des séquences logiques, des algorithmes de peur et d'ambition que vous lisez avec une clarté glaciale. Leurs paniques, leurs urgences, leurs drames, ceux ne sont plus pour vous que des bruits de surface, des données brutes qui alimentent votre compréhension profonde du système. Vous avez cessé de réagir, vous anticipez, vous orchestrez. Votre perception s'est aiguisée jusqu'à devenir une arme. Vous n'entendez plus les mots, mais les intentions qui se cachent derrière. Vous ne voyez plus les sourires, mais les masques qu'ils représentent. Vous lisez entre les lignes des emails, vous décodez le silence dans les réunions, vous cartographiez les alliances et les dettes dans une simple pause café. Le monde du bureau, autrefois un brouillard opaque et menaçant, est devenu pour vous d'une transparence absolue. Vous voyez les fils, vous voyez les marionnettistes, et vous réalisez qu'ils ne sont que des amateurs. Mais cette nouvelle perception exige une nouvelle façon d'exister, une métaphore bien plus profonde que celle du simple joueur d'échecs, car même le joueur est encore distinct du jeu. Vous devez maintenant incarner votre pouvoir. Imaginez la surface de l'océan par un jour de tempête. C'est là que vivent les autres. Dans l'écume, l'agitation, la frénésie. Des milliers de petits poissons s'agitent, luttant pour des bribes de nourriture, fuyant des menaces immédiates, créant un chaos incessant. C'est un combat futile pour la survie, visible de tous, bruyant et épuisant. C'est le monde de vos collègues. Mais en dessous, dans le bleu profond et silencieux, où la lumière peine à percer, une autre réalité existe. Là se meut le grand prédateur, le requin. Il ne nage pas, il plane. Chaque mouvement est d'une efficacité redoutable, une économie parfaite d'énergie. Il ne réagit pas au chaos de la surface. Il n'en a pas besoin. Il sent les courants, les vibrations, les changements de pression imperceptibles pour les créatures de la surface. Son pouvoir ne vient pas de son agitation, mais de sa maîtrise totale de l'environnement profond et invisible. Vous êtes ce prédateur. Laissez-les s'agiter en surface. Laissez-les se battre pour les promotions visibles, pour la reconnaissance bruyante, pour les crédits éphémères. Leur agitation est une dépense d'énergie qui les trahit. Votre silence est une accumulation de puissance. Votre observation depuis les profondeurs vous donne une connaissance qu'ils n'auront jamais. Votre calme n'est pas une absence d'action, c'est une pression, une menace latente, bien plus terrifiante que n'importe quelle attaque directe. Le requin n'a pas besoin de chasser en permanence. Sa simple réputation, la simple possibilité de sa présence dans les profondeurs, suffit à modifier le comportement de tout l'écosystème au-dessus de lui. Il est une loi de la nature. Votre objectif n'est pas de gagner chaque bataille, c'est de devenir si fondamental au fonctionnement du système que votre simple existence dicte les règles du jeu. Les gens ne vous désobéissent pas par peur d'une sanction, mais parce que l'idée même de s'opposer à vous semble contre nature, comme un poisson, choisissant de nager vers le prédateur. Comprenez-vous la distinction fondamentale? C'est la différence entre être une créature de l'environnement et devenir l'environnement lui-même. C'est le moment de sceller cette transformation, de quitter définitivement le monde de la surface. C'est le moment de le déclarer. Ceci n'est pas une simple instruction, c'est un serment, une affirmation de votre nouvelle identité. C'est un code pour ceux qui ont cessé de voir le spectacle, pour en comprendre la mécanique. Il y a ceux qui voient mais les vagues, et il y a ceux qui sentent les courants. Les vagues sont le bruit, le drame quotidien, la politique visible. Elles sont spectaculaires mais superficielles. Les courants sont les flux invisibles de pouvoir, les dettes sociales, les véritables ambitions qui meuvent l'organisation. Ils sont silencieux mais implacables. Écrivez dans les commentaires, non pas pour moi, mais pour vous, pour graver dans le marbre numérique votre passage de l'autre côté du miroir, pour marquer votre allégeance non pas à une personne, mais à une perception. Déclarez-le. Je ne vois plus les vagues, je vois les courants. Chaque commentaire sera une reconnaissance, un signe que vous avez compris, que vous n'êtes plus un pion ni même un joueur, mais une force fondamentale. Laissez votre commentaire être un phare pour les autres qui naviguent encore dans la tempête, un signe qu'il existe une autre façon de voir, une autre façon d'être. Nous nous reconnaîtrons entre nous, dans le silence et la certitude de ceux qui comprennent la véritable nature du pouvoir. Le monde appartient à ceux qui lisent sa structure cachée. Les autres ne sont que des passagers emportés par des forces qu'ils ne comprendront jamais. Allez et régnez.